Je m'appelle Bruno Poncelet. Et si j'ai décidé de combattre le grand marché transatlantique, c'est parce qu'en fait j'ai découvert ce projet un peu par hasard à l'été 2009. En fait, je voulais travailler avec un ami qui s'appelle Riccardo Querenti. Et quand on a découvert l'impact que ça pourrait avoir pour la population, on s'est dit qu'on avait face à nous une véritable bombe sociale et on a décidé de se lancer. Si le grand marché transatlantique voit le jour, ça va être une catastrophe sociale, écologique et démocratique qui va véritablement dynamiter le modèle de vie à l'européenne. La démocratie économique, en fait, ça ressemble à une petite gare qui aurait protégé les gens les plus pauvres pour leur permettre d'avoir les moyens de vivre, de s'abriter, de nourrir leurs enfants. Et c'est ce qui a permis de créer les classes moyennes. Malheureusement, depuis quelques décennies à présent, l'Europe est en train de nous emmener dans un train fou. Un train fou qui nous éloigne de la petite gare de la démocratie économique pour nous emmener vers une logique à la fois abstraite, irréelle mais très concrète dans ses conséquences sur les gens et mensongère qui s'appelle le libre-échange. En 86, l'Europe décide de créer un grand marché européen en disant « Mais petite Belgique, vous êtes beaucoup trop petit pour créer des richesses et si on fait un grand marché européen, vous allez voir, ça va être très bien, on va créer plein de richesses, les entreprises belges vont exporter, on va avoir de la croissance, on va créer de l'emploi, etc. » On est aujourd'hui 20 ans après la mise en place du marché unique européen qui s'est mis en place en 1993. Et qu'est-ce qu'on voit? Des délocalisations, de la pauvreté, des contrats de travail de plus en plus précaires, de l'austérité budgétaire, ça ne marche pas du tout. Et qu'est-ce qu'on est en train de nous faire comme mauvaise blague? Eh bien, on nous dit exactement la même chose. On nous dit, regardez, petits Européens, vous êtes beaucoup trop petits en Europe. Si on créait un grand marché transatlantique, ce serait génial pour créer de l'emploi, des richesses et des opportunités pour tout le monde. Cette mauvaise blague politique, c'est un mensonge, on le sait, et pourtant on nous répète la même histoire. I'm announcing that we will launch talks on a comprehensive transatlantic trade and investment partnership with the European Union. Because trade that is fair and free across the Atlantic supports millions of good-paying American jobs. President Obama believes there's a really unique opportunity looking at us now, and that is for the transatlantic partnership, investment, and trade agreement. I am delighted to announce today that the European Union and the United States have decided to initiate internal procedures to launch negotiations with the aim of reaching a groundbreaking free trade agreement, the Transatlantic Trade and Investment Partnership. Qui négocie ce projet de grand marché transatlantique? Alors, ce sont d'une part les États-Unis, d'autre part la Commission européenne. Et là où c'est intéressant, c'est que ce n'est pas des gens qui ont un mandat politique pour négocier ça. Donc ce n'est pas des gens qui se sont présentés devant les électeurs. Donc ceux qui négocient, ce sont des experts, désignés d'une part par le gouvernement des États-Unis, d'autre part par la Commission européenne. Il y a 20 groupes d'experts qui travaillent, donc qui se négocient tous les quelques mois durant 4-5 jours, et qui donc sont en train de négocier concrètement quoi? L'harmonisation des lois européennes et américaines pour créer des lois transatlantiques. C'est un travail politique, ça c'est un job qui se décide de façon démocratique. Et ici pas du tout, puisque ceux qui ont ce mandat de négociation ne sont pas des gens élus qui se sont présentés avec un programme politique, ce sont des technocrates désignés par la Commission européenne et le gouvernement des États-Unis. Le mandat officiel de négociation, donc l'accord pour négocier, a débuté en juin 2013 et elles ont commencé dès l'été 2013. Donc là, à l'heure où on parle aujourd'hui, on est au 5e round de négociation. Donc un round de négociation, c'est 4-5 jours de négociations intenses où les 20 groupes de travail se réunissent et négocient quoi? Ça, c'est un grand point d'interrogation parce que là où ils se réunissent, ce sont dans des bâtiments fermés avec des cordons de sécurité à l'entrée où il faut un pass pour rentrer. Et donc, de quoi est-ce qu'ils parlent? Ils parlent de tout, parce que tout ou pratiquement tout est négociable. Vers quoi est-ce qu'ils vont concrètement et qu'est-ce qu'ils ont mis comme concession sur la table? Ça, c'est un grand point d'interrogation. We think this is something that can help lift the economy of Europe, strengthen our economy, create jobs for Americans, for Germans, for all Europeans, and create one of the largest
allied markets in the world. Ma position est la suivante. Je suis pour qu'il y ait une négociation qui s'ouvre pour lutter contre un certain nombre de barrières douanières ou de freins aux échanges de façon à favoriser la croissance. I'd like to thank the business community on both sides of the Atlantic for their support. I'd like to thank the business community on both sides of the Atlantic. À 2 pas de la Commission européenne, il y a le Parlement européen. À l'entrée du Parlement, il y a un arbre. Et au pied de l'arbre, une drôle de plaque. C'est là qu'on a rendez-vous. C'est par les discours, les débats et les votes que doivent se résoudre les grandes questions avec détermination, patience et dévouement. Signé Society of European Affairs Professionals, incorporating FELPA, Fédération européenne du lobbying et des affaires publiques. Cette plaque en soi ne dit rien. Elle dit que la discussion c'est sympa. Qui pourrait être contre ça? Je veux dire, il est merveilleux que le ciel soit bleu. Bon, ok, merci les gars. Non, ce qui est plus intéressant, c'est le signataire. Ou les signataires tous. Parce qu'ici, on apprend que cette plaque, effectivement, a été déposée par le lobby des lobbyistes bruxellois. Et que cet arbre a été coplanté, entre guillemets, par non seulement les lobbyistes bruxellois, mais également la présidente du Parlement européen de l'époque et le bourgmestre de Bruxelles, Fredy Tillemans. Alors, je sais qu'il y a un certain nombre de questions qui ont été posées depuis à Nicole Fontaine et à Fredy Tillemans, mais personne ne semble se souvenir, en fait, du jour de l'inauguration de cette plaque. Donc il faut croire que tout ça a disparu dans la banalité du quotidien. Au Parlement européen, il y a 751 députés. Les lobbyistes, eux, sont 25 000 ou 30 000, on ne sait pas très bien. Discrètement, très discrètement, ils font pression sur les décideurs et les élus, en général pour le compte d'entreprises privées. Parfois, ils plantent un arbre, avec une présidente du Parlement européen ou un bourgmestre de Bruxelles. Mais le plus souvent, ils œuvrent dans l'ombre, derrière les murs du silence. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, les négociations du grand marché transatlantique sont sur un plan strictement technique entre des gens qui sont des technocrates, que personne ne connaît, que personne n'a élu, qui ne sont redevables devant personne et qui négocient secrètement. Je pense que rien qu'en elle-même, si vous voulez, quel que soit le contenu des discussions, rien que ça, c'est pas acceptable. Je veux dire, quand vous avez des discussions aussi fondamentales que, en l'occurrence, l'extension du marché intérieur aux États-Unis et à l'Amérique du Nord, parce que c'est ça qui est en jeu, ça doit se passer de façon publique entre représentants élus, entre parlementaires. Il faut savoir qu'aux États-Unis aussi, l'administration Obama fait face à de très fortes critiques de la part du Congrès, de la part de la société civile, pour exactement la même raison. Et au niveau de l'administration américaine également, vous voyez que les lobbyistes des multinationales ont un accès privilégié aux négociations et aux négociateurs que n'ont pas les parlementaires et la société civile non commerciale. Donc en fait, ce n'est pas les Américains contre l'Union européenne, cette histoire. C'est les multinationales contre les peuples. Ils ne font rien, ils se situent. Ils sont consultants ambigus des hydres multinationales. Pas de nom que des initiales. Ils ont de grands ordinateurs, poules de luxe, hommes de paille, requins banquiers, simples canailles. « 115 rue Froissart, le Transatlantic Policy Network. On va voir si on peut leur dire bonjour. Ah, on dirait qu'il n'y a personne. Je vais essayer chez son président, James Else. Il n'est pas là non plus. Bon, tant pis. Bruno, vous avez sonné où, là? Alors, j'ai sonné au Transatlantic Policy Network. En français, le réseau de gouvernance transatlantique. Alors, c'est quoi ce réseau de gouvernance transatlantique? Eh bien, en fait, c'est un des principaux lobbies qui travaillent sur le marché transatlantique. Autrement dit, qui demandent de créer un marché transatlantique. Quand je dis que c'est un des principaux lobbies, ils le font depuis longtemps, puisqu'ils ont été créés en 1992. Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'on est en face d'un des plus importants lobbies européens, alors qu'on est en face d'une toute petite maison. Alors, dans ce tout petit bâtiment, qui n'a l'air de rien effectivement, en fait, se cachent quelques dizaines de multinationales parmi les plus importantes au niveau européen et américain. Je pourrais vous citer Coca-Cola, Nestlé, Facebook, IBM, Microsoft,
ArcelorMittal, on a été membre en 2011, ils n'en sont plus membres aujourd'hui. Et l'originalité du TPN, c'est pas seulement de rassembler les plus grosses multinationales américaines et européennes, mais c'est également d'avoir des élus politiques parmi leurs membres. Autrement dit, des gens qui ont été élus par les urnes, des sénateurs ou des représentants américains, des députés européens de tous les pays et de presque toutes les tendances politiques. Et ces gens donc, qui sont élus avec des mandats politiques frayent en fait avec des multinationales qui sont quand même connues pour licencier massivement des gens, pour éluder l'impôt, pour faire des montages financiers foireux, donc pour finalement avoir des démarches qui sont tout sauf citoyennes. Donc on peut dire que l'origine du grand marché transatlantique, c'est ici. Alors oui, c'est ici, parce que si on remonte le temps bien avant que les négociations soient officielles, tout s'est joué en 2 temps en 2011. Il y a eu un sommet politique transatlantique, donc réunion au sommet entre le président des États-Unis et les instances dirigeantes européennes, donc notamment Herman Van Rompuy et Barroso, pour dire on va créer une initiative pour créer de l'emploi et de la croissance, et cette initiative, c'est de créer un grand marché transatlantique. Ça se passe en novembre 2011. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est 1 mois plus tôt, donc 1 mois avant, que le Transatlantic Policy Network a écrit un rapport à destination des Européens et des Américains, des élus politiques européens et américains, pour leur demander quoi? Exactement ce qui a été décidé 1 mois plus tard. Et donc ce sont eux qui sont à la base de ces négociations. Et quand je dis eux, ça signifie les principales multinationales de la planète et leurs alliés politiques au sein des instances européennes et américaines. Pas de nom et pas de photo. Leurs sociétés sont étrangères, plus compliquées est le réseau qui les relie à leurs affaires. On trouve en fait le TPN dans tous les principaux groupes politiques. Donc le Parti populaire européen, l'Alliance des libéraux et démocrates européens, le groupe des socialistes européens. Tous ces grands groupes politiques, les 3 principaux groupes politiques au Parlement européen, ont des représentants au TPN. Je vais même aller un peu plus loin. Le Parlement européen, il fonctionne avec une plénière, donc l'ensemble des députés européens. Mais quand un travail doit être présenté en plénière, il passe d'abord par des commissions. Il y a, sous la précédente législature, une 20aine de commissions parlementaires. Eh bien, sur la 20aine de commissions parlementaires sous la précédente législature, 8 d'entre elles, soit à peu près 1/3, étaient présidées par des élus politiques qui sont membres du TPN. Et ce n'étaient pas les commissions droits de l'homme ou aide au développement. C'était les commissions budget, affaires économiques, et la commission la plus importante en ce qui concerne les négociations pour créer un marché transatlantique, la commission du commerce international. Eh bien, cette commission du commerce international, elle était présidée par Vital Moreira, qui est un élu socialiste portugais et qui est un des membres éminents en termes politiques du Transatlantic Policy Network, de ce réseau de gouvernance transatlantique. Alors le grand marché transatlantique, c'est un peu comme inviter les entreprises au restaurant. C'est les inviter à choisir elles-mêmes les législations sociales, fiscales, voire environnementales auxquelles elles vont être soumises. Ça veut dire qu'aujourd'hui, déjà, dans le marché unique européen, les entreprises ont droit entre 28 plats différents, 28 pays différents, 28 niveaux de salaire différents. Si on signe un marché transatlantique, elles auront le choix entre 78 États différents. Et elles pourront choisir, est-ce que je préfère financer la sécurité sociale en Belgique ou est-ce que je préfère ne pas la financer aux États-Unis? Est-ce que je préfère payer des salaires à la française ou plutôt des salaires comme on propose au fond du Kentucky? Et donc, ça ne va pas être positif pour les gens. Si le grand marché transatlantique voit le jour, la première chose qu'on verra apparaître, ce sont des fusions et acquisitions d'entreprises. Autrement dit, un éloignement entre les gens qui travaillent localement dans des petites entreprises ou sur des sites précis et le lieu où se prennent les décisions stratégiques de l'entreprise. Est-ce qu'on va investir ou ne pas investir? Est-ce qu'on va créer de l'emploi ou ne pas créer de l'emploi? Autrement dit, pour être très clair, les négociateurs politiques qui accepteraient de créer un marché transatlantique sont en train de nous préparer les ArcelorMittal de demain, les fermetures d'entreprises de demain. Selon Karel de Gucht, le libre marché transatlantique va permettre de créer de la croissance, de l'emploi et de la prospérité. Mais dès que les accords vont être signés, le ton va changer. Et le ton, ça va être de devenir aïe, 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 aïe. La concurrence internationale rend difficile pour nos entreprises de créer de l'emploi, de faire des investissements. Et donc, il va falloir faire des cadeaux aux entreprises, il va falloir diminuer les salaires pour leur permettre justement de créer de l'emploi. Autrement dit, le grand marché transatlantique, c'est des emplois plus précaires.
On est déjà en période d'austérité, on nous dit déjà qu'on doit faire des économies au niveau des finances publiques, et demain on va rajouter de la compétition fiscale entre les États. Autrement dit, plus de difficultés pour les États de faire rentrer l'argent dans les caisses. Ça, c'est la première difficulté, donc on va avoir du mal à financer la sécurité sociale. Le deuxième danger, c'est qu'aux États-Unis, il y a toute une série d'entreprises qui sont spécialisées dans la privatisation des soins de santé, parce que la sécurité sociale publique n'existe pas. Et ces entreprises qui ont des dents longues comme ça, qui créent des lobbies comme l'Alliance pour des soins de santé compétitifs, elles ne demandent qu'une chose, c'est un grand marché transatlantique pour pouvoir fondre sur la sécurité sociale, la faire disparaître et rendre ça privé. J'ai un ami qui a dû se faire opérer de l'appendicite. Ça lui a coûté quelques centaines d'euros. Mais s'il avait dû payer l'intégralité de l'opération, ça lui aurait coûté la somme de 3 867 euros. Alors, si jamais on conclut un grand marché transatlantique et qu'on privatise la sécurité sociale, il est clair que l'accès aux soins de santé deviendra beaucoup plus cher et pour beaucoup de personnes, impossible. Un petit verre d'eau de Javel, ça vous dit? Je dis ça parce qu'aux États-Unis, c'est la manière dont on traite les viandes pour faire des économies, pour rentabiliser le personnel, pour rentabiliser la croissance et l'abattage des bêtes. On utilise des hormones, on utilise de la ractopamine, on utilise de l'eau de Javel, on utilise du chlore. Tous ces produits-là, ils pourraient demain se retrouver sur le marché européen si on ouvre le marché agricole européen aux États-Unis, ce qui est dans le cadre des négociations actuellement possibles. Je tiens par ailleurs à ajouter que ce n'est pas la première fois que ça se produirait, puisque en 2008, la Commission européenne avait déjà tenté d'introduire le poulet au chlore sur le sol européen. Heureusement, les États européens avaient dit non. Malheureusement, si le marché transatlantique est créé, il est possible que les États européens disent oui. On fait de l'élevage, c'est la principale production dans la ferme. Donc 2 tiers en élevage viande et 1 tiers pour le lait. Dans mon village, il y a 30 ans, on était à 10, maintenant je suis tout seul. Il n'y a plus que moi. C'est pas parce que j'ai bouffé les autres, c'est parce qu'ils se sont arrêtés, parce que c'était plus rentable. On s'en sort parce qu'on travaille gratuitement. Mon épouse et moi, on ne s'attribue pas de salaire, donc on s'en sort pour cette raison-là. Et on ne compte pas les heures. C'est dû à quoi? C'est dû qu'on travaille au prix mondial et que dans le monde, il y a beaucoup de pays où il n'y a pas de salaire ou dérisoire et on est en concurrence directe avec des pays sans salaire, donc forcément, si on veut être compétitif, on est obligé de travailler gratuitement. Mon père, il a vécu à une époque où il y avait la préférence communautaire, donc quand on produisait ce qu'on avait besoin, on n'importait rien. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc, que ce soit dans l'acier, que ce soit dans la viande, que ce soit dans le lait, quand on en produisait assez en Europe, on n'en achetait pas. On faisait avec ce qu'on produisait dans l'Europe. Ça restait dans le ménage européen. Aujourd'hui, ils ont bafoué ça. Et maintenant, il y a la préférence au moins cher. Quand c'est moins cher là-bas, les industriels, ils vont acheter la matière première là-bas. Toi, t'es bafoué, on n'a plus besoin de ta camelote. Tu peux bien fermer ta boutique. C'est ce qui se passe avec Mittal. Parce qu'il n'y a plus de barrière douanière, parce que c'est la passoire. C'est la préférence au moins cher. La logique de la mise en concurrence permanente, c'est plus l'Europe qui commande, c'est les multinationales. C'est les multinationales qui veulent être fournies avec de la matière première le moins cher possible pour pouvoir faire la valeur ajoutée avec l'écart le plus grand. Et après ça, on fournit la grande distribution qui, elle, met en marché. Et là, ils prennent encore une substance. Et ces 2 sociétés-là, qui sont après moi, ne payent pas d'impôts parce qu'ils sont l'actionnariat, les intérêts notionnels, fait qu'ils ne payent presque pas d'impôts. Alors, on va financer le social comment? Comment est-ce qu'il est encore possible de faire un travail de qualité, des produits de qualité, quand on est soumis à une telle concurrence? C'est la qualité qui perd. Les standards, c'est pas la qualité. Les standards, c'est... Ça sort, c'est tout le temps la même chose, c'est tout le temps le même goût, ça a tout le temps la même couleur, et ça sort. Avec un prix ras les pâquerettes. Comment est-ce qu'on y arrive? Ils ne veulent pas le savoir. C'est bon. C'est bon, mais c'est pas forcément bon derrière. Maintenant, si tu veux des produits du terroir, des AOP, des AOC, si les accords transatlantiques passent, ça c'est terminé. Tout ce qui est appellation d'origine protégée, les fromages dans certaines régions et c'est là, on ne pourra pas les exporter aux États-Unis, ils n'en veulent pas. Qu'est-ce qu'on va faire? On va s'arrêter. C'est triste, mais c'est comme ça.
Grande-Synthe, c'est une ville de 21 000 habitants qui se situe dans l'agglomération de la ville de Dunkerque, tout au nord de la France. Ville industrielle qui est née de l'industrie, pour les besoins de l'industrie. Nous étions un petit village de maraîchers jusqu'à la fin des années 50. Et il y a le gros complexe sidérurgique Usinor à l'époque, ArcelorMittal aujourd'hui, qui est venu s'implanter. Et du coup, on est passé de 1900 maraîchers à 25 000 ouvriers 20 ans plus tard. Damien Carême, je suis maire de Grande-Synthe depuis 2001. On s'est déclaré ville en transition en décembre 2011. Alors on a pris la décision de se déclarer zone hors TAFTA à un conseil municipal peu de temps après les élections municipales. J'ai été élu le 30 mars et donc le 9 avril, le premier conseil un peu symbolique, on s'est déclaré zone hors TAFTA. Pourquoi ? Parce que d'abord, le TAFTA est pour nous un déni de démocratie totale. Il est négocié entre quelques personnes qui ont reçu mandat de leurs autorités. Et je trouve qu'un accord comme celui-là doit concerner toute la population, les syndicats, le monde ouvrier. Tout le monde doit être au courant. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que on le voit avec l'accord, l'ALENA, qui s'est déjà passé, qui a déjà été signé entre le Canada, le Mexique et les États-Unis. On voit toutes les implications que ça peut avoir derrière et qui peuvent remettre en cause nos modèles de société, nos choix politiques que l'on fait au niveau local, mais aussi au niveau national, contre les cultures OGM, par exemple, contre le choix de développer la filière bio, contre le choix de relocaliser la production énergétique et de municipaliser un certain nombre de secteurs tels que l'eau, par exemple. On ouvre le champ, d'après ce qu'on sait, puisqu'on n'a pas de confirmation, aux multinationales qui pourraient nous attaquer en justice, en plus dans des tribunaux d'exception, pour dire non, c'est de la concurrence déloyale, vous devrez ouvrir ça au secteur privé, ce que l'on refuse complètement aujourd'hui, notamment, encore plus quand on s'est déclaré ville en transition comme nous, où justement on amène à la population, à travers les services publics, un tas de réponses à leurs difficultés. Nous avons décidé, il y a 3 ans, de faire du 100% bio dans toutes nos cantines scolaires. On a 900 repas par jour qu'on propose aux élèves. On vient de rajouter d'ailleurs une demi-journée supplémentaire d'école. Donc, on a profité pour offrir aussi un repas supplémentaire dans la semaine. Donc, on a 5 repas qui sont faits 100% bio. C'est une filière aussi, non seulement le bio, mais on veut relocaliser la production du côté sur l'agglomération dunkerquoise pour avoir des circuits courts, pour développer l'emploi. Enfin, voilà, il y a plein de... Et ce choix-là peut être complètement remis en cause en disant vous n'avez pas le droit de relocaliser votre production sur le coin. On peut être attaqué. Dans nos choix politiques, on peut être attaqué. Pour le sacré concurrence libre et non faussée que l'Europe déjà met en avant, mais là, pour le coup, ce grand marché que représenterait 850 ou 900 millions de consommateurs représente aujourd'hui, et c'est bien le but de ce traité transatlantique, c'est bien d'ouvrir un marché immense à toutes ces multinationales. Je m'appelle Raoul Margenard, je suis de formation docteur en sciences politiques et depuis toujours je m'intéresse aux questions internationales et à commencer par les questions européennes. C'est à l'occasion d'un rassemblement qui se tient chaque année sur le plateau des Glières, où on rassemble les résistants d'hier et ceux d'aujourd'hui, que j'ai lancé l'idée, en France, que 10 000 collectivités territoriales, puisque dans le vocabulaire institutionnel français, les communes, les départements, les régions, on appelle ça des collectivités territoriales, que 10 000 collectivités territoriales fassent 2 choses. Constatent que la négociation en cours les concerne directement, constatent que les objectifs de cette négociation sont contraires à la Constitution de la République et aux lois sur les collectivités territoriales, et puis demande 2 choses, bien que le gouvernement français retire son soutien à cette négociation et que chacune de ces collectivités territoriales se déclare symboliquement hors grand marché transatlantique. Et je me suis dit que c'était une approche par la base, par le concret, qui pouvait se répandre un peu comme une traînée de poudre. Et c'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer en France. Tous les jours, je reçois maintenant des textes de délibération, ils appellent ça des vœux, des résolutions, demandant au gouvernement français de se retirer de cette négociation et se déclarant symboliquement hors grand marché transatlantique. Et donc, moi, je conçois très bien que cette initiative qui a démarré maintenant en France, elle puisse
puisse se répéter en Belgique et dans d'autres pays de l'Union européenne. Et on pourrait considérer, puisque nous sommes dans la cour intérieure de l'hôtel de ville de Bruxelles, Bruxelles, capitale de l'Europe, eh bien que Bruxelles donne l'exemple en souhaitant que le gouvernement belge n'apporte plus son soutien à cette négociation et en se déclarant symboliquement ville hors du grand marché transatlantique. Cher président des États-Unis, je t'écris pour t'annoncer que le grand marché transatlantique ne se fera pas. Oui, je sais, c'est une huge opportunity sans doute pour toi, mais pas pour moi. Alors voilà, j'ai bien réfléchi et j'ai pris ma décision. Finalement, c'est non. Le grand marché transatlantique ne se fera pas. Le grand marché transatlantique ne se fera pas. Je garde mon maïs, mes données, mes normes et mes lois, et j'évite les grands procès que les sociétés privées feraient à nos États. Tu vois, pour toutes ces raisons-là, le grand marché transatlantique ne se fera pas. Le grand marché transatlantique ne se fera pas. Est-ce que vous pensez que cette action que vous avez décidée à Grande-Synthe est purement symbolique ou est-ce qu'elle a un véritable poids ? Elle a un poids. Le premier, c'est que vous êtes là et qu'on en parle beaucoup. Quand on a pris la délibération, il y a 2 mois ou 3 mois, on n'entendait pas beaucoup parler. Hein. Nous, on a été alertés, donc on s'est renseigné, on est allé chercher la littérature, on a rencontré des personnes, pour savoir exactement de quoi il en retournait. Et c'est quand on a su qu'on a mis ça sur la place publique, on a pris une délibération au conseil municipal. Donc sur l'agglomération, du coup, d'autres communes se sont engagées. Hier soir, la communauté urbaine a pris une décision aussi de se déclarer zone hors TAFTA. La région Nord-Pas-de-Calais aussi. Donc c'est en train de faire boule de neige, ce qui fait que là où il y avait volonté de cacher les choses telles que c'était parti dans cette négociation, au moins demain, je pense que l'opinion publique va gagner. Il y a des pétitions à l'échelle européenne, voilà, il y a des choses qui partent. Donc on va être obligé de mettre la négociation et le contenu de cette négociation sur la table. Les élus politiques vont devoir le faire, les gouvernements, l'Europe va devoir faire ça. Donc ça, c'est une vraie chose. Et puis après, je fais de la résistance. Je ferai de la résistance localement. On sera attaqué en justice, peut-être, on verra bien. Mais voilà, ça fera encore de la médiatisation. Et on verra derrière qui va gagner. Mais là, pour la protection de nos populations, pour la protection de leur santé, pour la protection de notre avenir commun, on sera en résistance, clairement, si jamais des choses comme ça étaient signées plus tard. Un grand marché transatlantique nous menace. Nous menace dans nos droits sociaux, nos droits écologiques, nos droits démocratiques. Depuis 1 an, beaucoup d'organisations, beaucoup de militants, beaucoup d'autres lanceurs d'alerte nous ont rejoints dans ce combat. Mais pour faire gagner la démocratie et faire échouer ces négociations, on a besoin de vous. On a besoin de votre soutien. Alors rejoignez-nous nombreux et très vite. Cher et honoré président des États-Unis, la Commission européenne malheureusement a menti. Voilà comment sont les petits sergents. Quand à force d'ambition, ils se prennent pour des grands, à jouer les partenaires dans le plus grand secret. Ils ont voulu te plaire et t'ont mal informé, crois-moi. Le grand marché transatlantique ne se fera pas. Le grand marché transatlantique ne se fera pas. Cher, honoré, très respecté et puissant président des États-Unis d'Amérique du Nord, bien sûr, je déplore que mes dirigeants n'aient pas le courage de te parler franchement. Alors, avant que l'un d'eux ne t'envoie un courrier maladroit ou ne laisse un message sur ton répondeur, j'aime autant te l'annoncer de vive voix. Le grand marché transatlantique ne se fera pas. Le grand marché transatlantique ne se fera pas. Le grand marché transatlantique ne se fera pas. Le grand marché transatlantique ne se fera pas.